Prisca Thévenot, merci d'être avec nous, vous êtes porte-parole du gouvernement. Un mot au sujet de l'Ukraine, évidemment, pour commencer notre échange. Le président s'y rend mi-mars pour soutenir concrètement Volodymyr Zelensky. Vous avez vu les déclarations de Joe Biden cette nuit, le président américain qui estime que Vladimir Poutine est un immonde salopard. Est-ce que c'est un mot qui a cours d'un point de vue diplomatique ? Je crois que vous avez la réponse dans votre question. L'enjeu que nous avons aujourd'hui en tant que Français, c'est effectivement, vous l'avez rappelé, de continuer à soutenir l'Ukraine, le peuple ukrainien, et de faire en sorte effectivement que la Russie ne gagne pas cette guerre d'agression. C'est la raison pour laquelle, maintenant depuis plus de 2 ans, nous soutenons fortement l'Ukraine et que ça a été l'occasion de le rappeler lors de la visite du président Zelensky en France vendredi dernier. Lors de cet échange, il y a d'ailleurs eu un traité signé bilatéral entre nos 2 pays. Il y a une résolution transpartisane qui est portée par notamment Benjamin Haddad, qui est de votre camp politique, mais aussi Julien Bayou, qui est écologiste, pour que les avoirs gelés par l'Union européenne qui se trouve en Suisse, les avoirs russes, 300 milliards soient utilisés pour l'Ukraine. Est-ce que vous allez aider ces parlementaires ? Est-ce que le gouvernement va pousser dans ce sens ? Tout ce qui peut être fait pour mettre en échec la Russie doit pouvoir être fait. Maintenant, sur cette résolution, on va pouvoir bien évidemment la suivre de façon extrêmement forte, de façon certaine et avérée. Maintenant, on va voir comment le débat se passe, mais de façon sincère, nous devons pouvoir continuer à soutenir le peuple ukrainien, effectivement. Alors, il y a une actualité brûlante pour vous, c'est la crise des agriculteurs. Le Premier ministre, hier, a fait une série d'annonces entouré de 2 de ses ministres, et nous sommes désormais à 48 heures du coup d'envoi du Salon de l'agriculture, qui est un rendez-vous important à Paris et qui est traditionnellement inauguré par le Président de la République. L'année dernière, M. Macron y a passé 13 heures. Est-ce que vous pensez sincèrement que cette année, il va pouvoir traîner aussi longtemps sur place ? Il ne s'agit pas de traîner au Salon de l'agriculture, mais bien d'y être pour échanger, pour rencontrer aussi bien les agriculteurs eux-mêmes, les éleveurs, mais aussi de nombreux Français et Françaises qui attendent ce moment-là pour aller découvrir un secteur, un domaine et bien évidemment la beauté de ces secteurs qui là, les agriculteurs, ils vont attendre le président de la République de pied ferme. Mais bien évidemment, mais encore une fois, ne laissons pas croire qu'au cours des semaines qui viennent de se passer, au cours du mois qui vient de se passer, il n'y a pas eu de dialogue, de travail fait et des annonces. Mais qui le laisse croire ? Vous dites ne laissons pas croire. Qui le laisse croire ? Parce que non, les agriculteurs, ils sont dans la rue à nouveau. Je me permets simplement de le dire. Quand on dit ils l'attendent de pied ferme, oui, ils l'attendent de pied ferme, mais c'est pas parce qu'il y a eu du silence avant. Et ils l'attendent de pied ferme, sûrement, mais aussi pour continuer à dialoguer, continuer à échanger, ce que le président de la République a toujours fait. Le président de la République lui-même, le Premier ministre, mais également les ministres concernés. Je tiens à le dire, depuis maintenant quelques semaines, un peu plus d'1 mois, effectivement, le monde agricole s'est levé pour faire exprimer une voix singulière, mais une voix forte, celle que les Françaises et les Français soutiennent massivement. Cette voix, c'est de dire que nous devons continuer à travailler pour défendre l'exception agricole française. Pardon, mais nous n'avons pas attendu 2024 pour le faire. Nous avons commencé à le faire. Ne vous excusez pas, Madame Thévenot. La question que je vous pose, c'est si ce dialogue marche si bien, pourquoi est-ce que chez Lactalis, des agriculteurs sont allés se mettre nus ? Pourquoi est-ce que dans le sud-ouest ce matin, ils sont devant des coopératives qui rachètent le vin trop peu cher ? Pourquoi est-ce qu'ils sont avec leurs tracteurs partout en France encore aujourd'hui ? Et je vais vous répondre, mais simplement pas vous répondre à vous, mais aussi pour celles qui nous regardent. Et je pense que c'est important d'avoir de la clarté dans le propos. Ils le font aussi parce qu'ils nous montrent qu'il faut continuer à travailler sur les 62 engagements qui ont été pris entre le monde agricole, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement et le président. Il y en a déjà 80% qui sont satisfaits ou en cours d'être finalisés. Donc ça veut dire que nous devons continuer à travailler sur le reste. Un certain nombre de normes, un certain nombre de lois nationales que nous devons travailler, notamment la loi Egalim qui va encore être renforcée, la loi sur l'agriculture qui va arriver, sur la capacité de transmission, sur la capacité de formation. Mais nous devons aussi le regarder au niveau européen. Donc encore une fois, il ne s'agit pas simplement de laisser supposer, et je le dis pas pour vous et pour moi, mais aussi pour celles et ceux qui nous regardent, que rien n'a été fait au cours des semaines qui viennent de se passer. Mais nous devons continuer en responsabilité à maintenir cette capacité d'échange et de dialogue pour mettre en place des actions. Pourquoi y a-t-il fallu arriver à ce point de friction et de colère pour qu'une loi que votre majorité avait fait adopter, la loi Egalim, soit appliquée concrètement ? Parce qu'on dit l'ensemble des agriculteurs, les agriculteurs ont dit, ils l'ont fait voter, elle n'a pas été appliquée. Alors, je ne serai pas aussi noir et blanc que ça. Je le dis de façon très claire, déjà, rappelons quelque chose, c'est que cette loi Egalim
En 2018, elle a été votée sans que ça fasse un 20h, alors qu'elle était extrêmement importante et demandée par le monde agricole. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, il y avait une autre loi qui donnait les pleins pouvoirs à la grande distribution. Donc cette loi, elle est importante, elle est voulue, elle n'est pas absolument à enlever. Sur l'ensemble des contrôles qui ont été faits, plus de 1400 ont été faits sur des points de vente. Il y en a effectivement 150 qui montrent qu'il y a un biais sur la mise en place. C'est 10%, c'est colossal. Mais je sais, non, mais je suis pas en train de minimiser. Je suis simplement en train de dire que c'est pas partout que la loi n'est pas appliquée. Il y a des cas où elle n'est pas appliquée, et quand ce n'est pas appliqué, c'est ce qu'a rappelé Bruno Le Maire précisément hier, mais encore une fois, il y a plus d'un mois, nous devons sanctionner. Le plan anti-pénurie médicaments, alors il était présenté par Madame Vautrin et les ministres concernés hier. Là aussi, il faut réarmer, c'est le mot qui a été utilisé, donc j'ai l'impression que c'est le mot du gouvernement en ce moment, dans le sillage du président de la République. Est-ce que c'est un plan qui est de nature à être efficace rapidement ? Soyons très concrets, est-ce que vraiment ça va marcher rapidement ? Est-ce que vraiment les Français vont aller à la pharmacie dire bonjour, il me faut de l'amoxicilline ? Tenez, voici une boîte. Vraiment, je vais vous répondre, c'est que ce sujet, nous ne le découvrons pas aujourd'hui. Et nous le découvrons tellement pas aujourd'hui que nous avons commencé à travailler dessus, notamment au lendemain de la crise Covid, qui a été un fabuleux révélateur, pardonnez-moi du terme, mais aussi de sujets sur lesquels nous devions nous réarmer. Et l'enjeu de la souveraineté sanitaire de médicaments était important. C'est la raison pour laquelle le président de la République a tout de suite pris des mesures, avec cette volonté de nous réindustrialiser autour de 25 médicaments stratégiques, des médicaments du quotidien. Donc nous avons remis en place des lignes de production en France, et notamment hier, parce que c'est bien de venir vous expliquer ça sur un plateau, mais c'est bien de le constater sur le terrain, parce que c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir expliquer aux Français que oui, ils vont pouvoir maintenant avoir une garantie sur la capacité de pouvoir avoir leurs médicaments. Hier soir, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, était avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, en Mayenne, pour constater effectivement ces usines qui ont pu réouvrir, ces lignes de production de médicaments qui ont réouvert en France pour pouvoir livrer en continu nos compatriotes. Et il s'agissait précisément d'amoxicilline. Je voudrais revenir avec vous sur un point précis. Une membre de votre gouvernement, Madame Lebec, qui a suggéré qu'il faudrait peut-être encadrer le droit de grève. Elle faisait allusion à la situation compliquée pour les voyageurs en période de vacances, soumis aux grèves de la SNCF. 150 000 voyageurs ont été impactés le week-end dernier. Peut-être y en aura-t-il à nouveau ce week-end. C'est un droit fondamental en France et c'est constitutionnel. Un sujet extrêmement sensible. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir encadrer le droit de grève ? Merci de rappeler ma collègue Marie Lebec, qui est ministre en charge des relations avec le Parlement. Et c'est tout à fait normal, à la place qui est la sienne et sa mission, de rappeler qu'effectivement, il y a une proposition de loi qui est présentée par un sénateur, Hervé Marseille, un sénateur centriste, sur une volonté effectivement d'avoir des jours de grève des jours sur lesquels la grève serait a priori pas permise. Nous devons laisser le travail parlementaire se faire, et c'est pas à moi, membre du gouvernement, de dicter ce qu'un parlementaire ou pas peut écrire. Mais vous l'avez rappelé vous-même, c'est dans la loi fondamentale, c'est dans la Constitution. Ce que j'aimerais... Oui, mais pardon, je suis une ancienne parlementaire aussi. Je pense que nous devons laisser le travail parlementaire se faire, et ça, c'est un droit aussi absolu. Maintenant, ce qu'on doit aussi rappeler, c'est regardons l'état du droit aujourd'hui. Depuis 2007, si je ne m'abuse, il y a la mise en place du service minimum. Regardons s'il est mis en place partout. Si on ne peut pas continuer à le renforcer. Je sais qu'il est mis en place par exemple dans le système scolaire. Est-ce que c'est le cas dans toutes les branches pour le sujet des transports ? C'est aussi ça qu'il faut regarder. Et plus généralement, on peut s'interroger aussi sur la nature du dialogue social aujourd'hui en France. Vous me parlez du droit de grève, et on parle beaucoup du droit de grève en ce moment, à raison, parce qu'effectivement, il y a des mouvements sociaux au sein de la SNCF qui ont effectivement mobilisé un certain nombre de Français. Il faut y toucher alors. Je ne dis pas qu'il faut y toucher, je dis qu'il faut laisser le travail parlementaire se faire. C'est extrêmement important de laisser le travail parlementaire. Alors justement, puisqu'il est question de travail parlementaire, aidez-moi à y voir plus clair s'il vous plaît. Vous êtes la voix du gouvernement. Est-ce que le RN et le Rassemblement national, il est dans l'arc républicain ou il est en dehors de l'arc républicain ? On a du mal à y comprendre parce qu'Emmanuel Macron dit les deux et son Premier ministre estime qu'ils sont dans l'Assemblée, donc dans l'arc républicain. Excusez-moi, vous avez tout... je pense que vous avez répondu à la question. Non, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il n'y était pas, à l'humanité. En déplacement à Bordeaux, il avait estimé qu'ils y étaient. Est-ce que tout nous oppose au Rassemblement national ? Au sein de la majorité présidentielle, au sein du gouvernement, le président lui-même, oui, tout nous oppose au Rassemblement national. Mais ils y sont Maintenant, ou pas ? est-ce que le président de la République, le Premier ministre et nous tous sommes garants du fonctionnement et de la protection de nos institutions ? Oui. Et je suis désolée de le dire, je n'ai pas décidé, le Premier ministre n'a pas décidé, le président de la République n'a pas décidé qu'il y ait 88 députés à l'Assemblée nationale. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais je vous réponds de façon très précise. Non. Est-ce qu'ils sont ou pas dans l'arc républicain ? Mais ils sont dans... Vous regardez votre question. Est-ce qu'ils sont
dans l'arc républicain de l'Assemblée nationale. Non, ils sont pas de l'Assemblée nationale. Si, sont-ils ou non dans l'arc républicain? Vous l'avez dit précisément dans votre question. Donc, je le redis, on pourra... Mais vous savez, on pourra... discuter en long, en large, en travers dessus, je pense que nous sommes très clairs. Nous n'avons rien en commun avec le Rassemblement national. Maintenant, un parlementaire du Rassemblement national a autant de droits qu'un parlementaire de la France insoumise. Donc ils y sont sans y être. Ils y sont complètement. Ils sont à l'Assemblée nationale. Ils sont complètement dans l'arc républicain. Mais vous connaissez l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous allez faire quoi? Tirer un rideau et faire semblant de ne pas les voir? Moi, je vous pose des interroges sur les déclarations du président de la République. Plus que des déclarations, je vous rappelle, vous pouvez interroger. La position est très claire. Rien ne nous rapproche du Rassemblement national. Maintenant, nous devons respecter le fait qu'il siège à l'Assemblée nationale. Toute dernière question, Madame Thévenot. Allez-vous acheter Paris Match pour y découvrir votre collègue Gérald Darmanin en une avec son fils? D'aucuns estiment que, comme Nicolas Sarkozy à son époque, il avait posé donc, avec ses enfants dans son poste de ministre de l'Intérieur. Vous feriez ça, vous? Dans Paris Match? Vous poseriez avec vos enfants en couverture de Paris Match? Alors ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que moi, je ne cache pas mes enfants. C'est peut-être une discussion, mais c'est un sujet familial. Ensuite, Gérald Darmanin a le droit de poser dans Paris Match. Maintenant, il faut ouvrir Paris Match, peut-être pour regarder l'article et le reportage fait. Merci beaucoup, Prisca Thévenot, d'avoir été avec nous ce matin.